La question est légitime et en réalité, il est assez facile d'y répondre, mais assieds-toi, ça va être un peu long. Alors, avant toute chose, je suis ni historien ni géographe, je suis juste un petit Français qui a eu la chance de grandir et de travailler des années dans différents pays d'Afrique et qui a cherché dans les livres la réponse à cette même question que tu te poses. Réponse donc que je t'invite à aller valider par tes propres recherches. Déjà, durant l'Antiquité, l'Égypte est une grande puissance agricole et administrative, mais est aussi à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques. La Nubie possède d'importantes ressources minières et développe l'artisanat, des bijoux et de la métallurgie. L'Afrique du Nord est déjà romanisée, mais avant cette première colonisation, les royaumes berbères et Carthage étaient déjà des civilisations avancées qui maîtrisaient la fabrication du verre, la navigation, une agriculture poussée. Ils avaient des ports modernes, un commerce florissant, une urbanisation très organisée. Rome n'a pas apporté grand-chose à ces peuples, contrairement à ceux du Nord, dont on parlera un peu plus tard. Le royaume d'Aksum commerce déjà avec l'Inde, l'Arabie et la Chine et construit des villes avec des monuments spectaculaires. Les royaumes sahéliens à l'ouest font le commerce de l'or et du sel autour du Sahara et ont une agriculture très riche. La côte Swahili, à l'est, dès le 1er siècle, fait du commerce maritime avec l'Inde, la Perse et l'Asie du Sud-Est depuis les ports de Mombasa, Zanzibar et autres. Quant à l'Afrique centrale, si elle est moins urbanisée que sur les côtes, elle a une agriculture stable, une maîtrise avancée de la métallurgie du fer et participe de par sa position aux échanges commerciaux internes au continent. Pendant ce temps-là, en Europe, mis à part l'Empire romain un peu plus avancé, tout ce qu'il y a, ce sont des tribus barbares. Pendant qu'en Gaule, on se tape sur la gueule avec des glaives en bronze, dans l'ancien Kenya, on envoie déjà des bateaux en Inde. En Europe, on a des petits peuples guerriers, et en Afrique, de grandes civilisations prospères, commerçantes et relativement pacifiques. Alors, comment est-ce que c'est parti en couille? La grande différence entre l'Afrique et l'Europe, c'est la taille. Là où en Europe, chaque État-nation se dispute avec les autres l'accès aux terres agricoles et aux routes commerciales, l'Afrique est beaucoup plus vaste. Les peuples sont plus éloignés et chacun a largement de quoi subvenir à ses besoins pour se développer sans avoir besoin de conquérir. Donc, pendant que l'Afrique créait, pendant le Moyen-Âge, des universités, développait de l'agriculture avec une gestion des sols et de rotation des cultures pensée sur des siècles, l'architecture, la gestion sociale, la médecine, la métallurgie, le commerce, etc., l'Europe développait une marine militaire, des armes à feu, les fortifications et plus ou moins tout ce qui permet de tuer son prochain dans la joie et l'allégresse. Alors, quand l'Europe est devenue trop petite pour les Européens, pour plein de raisons, la stabilisation des frontières, une paix relative grâce au commerce, un semblant d'unité avec une religion commune, ils se sont dit qu'ils pourraient aller foutre la merde un peu plus loin pour toujours plus de pouvoir et de pognon. Sauf que, contrairement à ce qu'on nous a appris, les colons ne sont pas tombés sur des peuplades arriérés et sous-développés, non. Ce qu'ils ont conquis et détruit, ce sont des civilisations plus avancées que la leur, mais pas guerrières. C'est comme quand Saruman a envahi la contrée avec ses orques. Les hobbits sont des agriculteurs, des commerçants, des artisans, et ils se font défoncer par les Uruk-hai plus puissants militairement qui dévastent leurs terres et imposent leur tyrannie. Sauf que, dans la réalité, il n'y a pas des héros qui viennent organiser la rébellion et sauver le monde. Dans la réalité, l'Afrique a été détruite, esclavagée, pillée, et dans la réalité, ça continue encore aujourd'hui, d'une manière plus ou moins subtile avec l'ingérence étrangère, comme même beaucoup le fait la France, qui maintient le continent africain dans l'instabilité et la pauvreté, tout en s'octroyant ses richesses d'une manière soi-disant légale. Donc,